C'est un scandale! C'est le mec qui se trompe de vidéo. Par rapport à hier, bien évidemment. Cette vidéo, elle a fait pas mal parler, c'était en tout cas très intéressant. On a eu un gros débat, je pense, dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on va mettre ça de côté et on va parler de cette course du dimanche du MotoGP sur le circuit de Buriram. Je ne m'attendais pas à ça avant ce début de saison 2026. Beaucoup de surprises, des choses tout simplement très intéressantes. C'est la magie du MotoGP. Et pour tout premier débrief de course de cette saison, j'avais envie de faire un nouveau format un peu plus porté sur la discussion plutôt que de parler uniquement de position après position. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. On va par contre démarrer bien sûr par le grand vainqueur de cette course de Thaïlande. C'est évidemment Marco Bezzecchi, le pilote Aprilia qui a été bluffant. Alors, je pense pas que sa performance est une très grande surprise. On a pu le voir lors des tests donc de pré-saison. Bezzecchi, c'était l'un des hommes forts. L'Aprilia, c'était l'une des meilleures motos. Donc, on s'attendait à voir un Bezzecchi vraiment très rapide. Maintenant, à ce point-là, je sais pas, parce qu'il a mis quand même 5 secondes 5 au deuxième, il a mis 9 secondes au deuxième pilote Aprilia. Bezzecchi a eu quand même un rythme absolument fulgurant. Maintenant, si on parle un peu de la performance générale des pilotes Aprilia, c'est là où moi je suis très surpris. On sait que le circuit de Buriram ces dernières années, c'est un circuit qui réussit bien à Ducati. Et là, on a quand même eu 4 pilotes Aprilia dans le top 5. Seul pilote qui n'est pas donc un pilote Aprilia, c'est Pedro Acosta, deuxième. C'est une performance bluffante de la part du constructeur italien. Et même si on savait que cette moto, elle allait être très forte au cours de cette saison, on avait bien compris qu'ici en Thaïlande, avec les nouveaux pneus et le peu de grippe, cette machine allait être aux avant-postes. Mais à ce point-là, il faut quand même pas oublier que l'année dernière, sur le podium, on a quand même 3 pilotes Ducati, hein. Et même si j'accentue un peu les choses, on a 4 pilotes Ducati aux 4 premières places. Le premier pilote Aprilia, c'est Ogura 5e, avec Bezzecchi derrière qui est 6e. Et c'est un petit peu la même dynamique ces dernières saisons où on a beaucoup de pilotes Ducati qui étaient aux avant-postes sur ce circuit de Buriram. Là, quand on regarde les résultats de cette saison 2026, le premier pilote Ducati, c'est Fabio Di Giannantonio et il est à 16 secondes 8 du premier. Donc, c'est une dynamique qui est quand même assez folle. Aprilia, qui est vraiment, je trouve, vraiment plus forte que ce qu'on pouvait peut-être imaginer, et au contraire, Ducati qui a été vraiment en galère. Alors, bien sûr, il y a eu aussi des faits de course, on va parler après de Marc Marquez, ce qui peut aussi nuancer le propos, mais à l'arrivée en tout cas, si on analyse ça, ouais, c'est quand même une sacrée surprise générale. Et si on parle de surprise, évidemment, tout de suite, je vais aborder le cas Pedro Acosta sur la KTM. Avec une nouvelle fois ces tests de pré-saison, on avait bien compris qu'Aprilia et Ducati étaient très forts et on pouvait imaginer que ça allait être l'un des pilotes de ces deux constructeurs qui allait se retrouver aux avant-postes, donc en première position du classement du championnat du monde. Et finalement, c'est un pilote KTM, Pedro Acosta, sur une piste. Bon, qui est pas facile une nouvelle fois, parce que comme j'ai pu le dire, pas beaucoup de grippe, donc normalement la KTM, elle souffre un peu plus. Et pourtant, c'est bien une KTM qui est en tête. Là aussi, je l'ai vraiment pas vu venir, même si on sait bien sûr qu'Acosta a énormément de talent. Vraiment grand bravo à Pedro Acosta qui a fait une course sublime et un week-end sublime. Alors vous allez peut-être dire que j'abuse avec mes surprises, mais il y a quand même deux performances qui m'ont aussi bluffé. C'est tout d'abord Raúl Fernandez qui est sur le podium. C'est vrai que dans la deuxième partie de course, il a perdu en rythme, Acosta l'a dépassé. Je pense que si Marc Marquez n'avait pas eu son problème, à mon avis, il l'aurait aussi dépassé. Mais Raúl Fernandez troisième, au vu des tests hivernaux, au vu de la journée du vendredi, jamais j'aurais misé une pièce sur lui. C'est aussi assez fou parce que on l'a vu extrêmement performant le samedi, avec beaucoup de vitesse lors de la Q1. Il est passé ensuite en Q2, il s'est très bien qualifié en Q2. Donc, un week-end qui se termine d'une très très belle manière pour lui. Alors c'est vrai que c'est un vainqueur de Grand Prix, rappelez-vous, il a gagné la course d'Australie. Mais ouais, bluffé par Raúl Fernandez. Et c'est la même chose pour Jorge Martin, qui est donc quatrième. C'est pas le même principe, parce que Jorge Martin, on sait que c'est un très grand champion, on sait que c'est un pilote qui a énormément de potentiel, on imagine qu'il va pouvoir jouer les avant-postes à l'image de son coéquipier Bezzecchi. Mais voilà, lui, il a été blessé, ça a été un retour très compliqué, il a vécu une saison 2025 cauchemardesque, il n'a pas vraiment beaucoup de temps sur cette moto, comparé par exemple à un Marco Bezzecchi. Donc, j'imaginais pas un Jorge Martin si fort, si vite. Surtout qu'il était vraiment bien dans le rythme, donc aussi impressionné par ce qu'a pu faire l'Espagnol. Et ça annonce bien évidemment une très très belle saison pour Aprilia. Là, je pense qu'on a un très grand sourire après ce premier week-end. Bon, par contre, si on parle d'un autre constructeur
constructeur italien, à mon avis là, on n'a pas le sourire, hein. Je trouve que cette image de Gigi Dall'Igna résume bien la situation, hein. C'est quand Marc Marquez malheureusement a eu son problème technique. Ducati, sur ce circuit qui leur réussit tant, comme j'ai pu déjà vous dire, ont vécu un week-end pas facile, hein, quand même. Alors c'est vrai que Marc Marquez arrivait à sauver les meubles. Il a sauvé les meubles lors de la course sprint. Ça a été quand même assez intéressant pour Marquez lors de cette course du dimanche. Il n'avait pas le rythme pour jouer la victoire, ça c'est sûr, mais il avait le rythme pour jouer le podium. C'était l'un des hommes les plus rapides, voire je crois l'homme le plus rapide en deuxième partie de course. Mais ensuite, bah c'est dur, hein. On voit donc, comme j'ai pu déjà vous le dire, Di Gianantonio qui est sixième. Ensuite, on a Morbidelli huitième et Francesco Bagnaia neuvième. Rappelez-vous les propos qu'on a pu avoir, hein, pendant donc ces tests de pré-saison. Un Pecco qui était satisfait, qui disait qu'il avait retrouvé de bonnes sensations, qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'améliorations chez Ducati, mais des améliorations au bon endroit. Premier week-end, neuvième. C'est hein, ça fait mal. Alors c'est à l'image de sa journée du samedi, donc c'est pas vraiment une surprise parce que le vendredi a été dur, le samedi a été dur, et donc bah, cette journée du dimanche est aussi difficile. On sait aussi, hein, que quand on part loin, c'est compliqué dans ce MotoGP moderne d'arriver à faire des grandes remontées, donc ça joue aussi entre guillemets contre lui. Mais quand on voit ses performances, quand on voit son rythme, bah pour Pecco, on est loin, 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 on rame. Rappelez-vous, l'année dernière, on émettait déjà des doutes, hein, sur la performance de Pecco. Pourtant, il était troisième sur le podium. Là, on démarre pratiquement aussi mal que ça a terminé. Donc, bon, ouais, là, Francesco Bagnaia, il y a de quoi être inquiet. Et pour conclure avec Ducati, on va évidemment revenir sur la crevaison de Marc Marquez avec la première explication de Michelin avec les propos de Piero Taramasso. Apparemment, Marquez a donc eu ce problème parce qu'il a tout simplement tapé le vibreur à 170 km/h. Piero déclare: c'est exact, c'est ce que nous a dit Marc. Il a dit: la seule erreur que j'ai faite, c'est que je suis sorti large. Il a tapé le vibreur, la roue s'est tordue, donc l'air est sorti et le pneu a décoincé. Tout le week-end, on a eu ce problème, on a eu beaucoup de roues qui étaient tordues en revenant sous notre bâche de montage parce qu'il faisait très chaud. Le matériel est vraiment mou et les vibreurs sont très agressifs. Par exemple, la perte de pression de Jorge Martin hier à l'avant, c'est la même chose. Il a pris un vibreur, il l'a touché, la roue avant s'est tordue, l'air est sorti. Jorge a eu une fuite lente et Marc a décoincé parce qu'il a perdu l'air d'un coup. Je me dis qu'un vibreur où tous les pilotes montent dessus tour après tour ne devrait pas causer ce genre de problème, surtout que c'est arrivé à Marquez, c'est aussi arrivé à Jorge Martin. J'espère qu'il va y avoir quand même des changements, parce que pour la course, pour la logique de la course, c'est quand même complètement dingue qu'il se passe ce genre de choses. Je trouve que Marc Marquez est un miraculé. Alors évidemment qu'il a eu pas de chance, il a élargi un petit peu, bon bah malheureusement ça s'est mal passé pour lui sur ce vibreur, mais quand il a crevé à cette vitesse-là, à 170 km/h, ça aurait pu être catastrophique. Il aurait pu s'envoler, ça aurait pu être un carnage absolu. Donc Marquez a eu énormément de chance, il a pu contrôler la moto, il a été extrêmement serein aussi, hein. Je pense qu'il a eu énormément de sang-froid. Mais voilà, tout ça, c'est quand même pas normal que ce soit lié à un vibreur. Donc voilà, bon, bah c'est les sports mécaniques, c'est des choses qui arrivent. Il faut juste maintenant espérer que bah, on va régler ce genre de problème pour l'avenir de ce circuit. Et pendant qu'on parle de soucis techniques et de malchance, tout de suite je pense à Johan Mir. Oh le pilote Honda, mais qu'est-ce qu'il a pas de peau lui aussi depuis quelque temps. Il y a des chutes où des fois, bon bah voilà, c'est son erreur, mais il y a eu aussi tellement de moments où franchement c'est frustrant. Il a des problèmes alors qu'il va normalement chercher un très bon résultat. Là, il allait chercher quoi, la sixième ou la septième place, hein, si je me rappelle bien, et malheureusement, souci sur la machine. Ah vraiment, et il est un peu poissard quand même, Johan Mir. C'est frustrant parce que c'était le premier pilote Honda, il a été vraiment très rapide, très performant. Maintenant, on a appris d'après les propos de Luca Marini que Honda, il nous en avait encore fait une bonne, hein. Alors rappelez-vous, on a déjà parlé qu'on donnait pas tout le temps le dernier matériel à jour, par exemple à Johan Zarco. Et ben on a appris que dans ce week-end, Johan Mir avait justement une nouvelle pièce, une nouveauté qui avait été apportée par Honda, mais on n'avait qu'une seule pièce, donc elle était donnée qu'à Johan Mir et aucun autre pilote Honda l'avait. Donc bon, bah ça encore une fois, au vu de la situation du constructeur japonais, s'il y a une pièce qui performe, je comprends pas qu'on apporte qu'une seule pièce. Et même si on veut tester, je comprends pas qu'on apporte qu'une seule pièce juste pour Mir. Même au sein du team usine, du coup, Marini se retrouve bah, sans cette pièce, qui pourtant, apparemment donc, hein, d'après les propos de l'italien, a apporté quand même un petit quelque chose, un petit quelque chose en plus, pardon, à l'espagnol. Donc bon, frustré de cette stratégie-là. Après, peut-être qu'il y a une autre raison, hein, bien sûr, qu'on ne connaît pas.
Ça a été, d'un point de vue général, un bon week-end, hein, pour Honda. Il y avait Mir donc qui était aux avant-postes, on avait Luca Marini dans le top 10, hein, 10e, Johan Zarco qui est donc 11e, Diogo Moreira aussi 13e. Très intéressant, hein, pour cette première course du rookie brésilien. Donc je trouve que c'est encourageant, ça rejoint ce que je vous ai dit pour KTM, hein. Pas un très gros grip sur cette piste, on sait que c'est l'un des gros défauts de la Honda. Donc ouais, je m'attends à de belles choses pour l'avenir. Maintenant, il faudra voir comment ça va se passer par exemple au Brésil, c'est une nouvelle piste, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et juste avant de parler du tout dernier constructeur de cette vidéo, je voulais donner un petit mot évidemment sur Ai Ogura, qui est allé chercher une magnifique 5e place avec un rythme dans la deuxième partie de course. Il partait loin et il a dépassé, hein, Alex Marquez, qui malheureusement après a chuté, il a dépassé Francesco Bagnaia. Maintenant, ce que j'espère, c'est que ça va continuer, parce que rappelez-vous, ça avait été la même chose l'année dernière. Il avait fait 4e en sprint et il avait fait aussi 5e le dimanche. Et puis ensuite, bon, bah, c'était beaucoup plus irrégulier pour Ogura. Alors évidemment qu'on mettait ça sur le fait que bah, c'était un pilote rookie. Cette saison, il a plus d'expérience. Je pense que l'Aprilia est encore meilleure que ce qu'elle était l'année dernière. J'espère que Ogura va arriver à trouver de la constance et qu'on va le retrouver justement régulièrement dans les mêmes résultats que ce qu'il a pu réaliser ici en Thaïlande. Bon, maintenant on termine cette vidéo par le constructeur de la déprime. Je- Le constructeur qui est en plein cauchemar, Yamaha, une course, mama, le week-end de toute façon, le week-end, mama. Alors c'est vrai que dernier c'est Michele Pirro, hein, qui est 19e, mais c'est le remplaçant de Fermin Aldeguer, donc c'est quand même particulier. Mais on retrouve donc 18e sur 19, avant-dernier Jack Miller, suivi de Toprak. Ensuite on a Alex Rins 15e, et meilleur pilote Yamaha, c'est Fabio Quartararo, 14e. Pouah. La seule chose positive que je peux dire, c'est Toprak, parce que je trouve que c'est assez intéressant. On a vu, hein, que ses débuts en MotoGP, ils sont compliqués, il va falloir s'adapter, il a beaucoup de mal, il y a de la frustration déjà, et c'est compréhensible. Mais il arrive donc à être devant Jack Miller, donc belle petite surprise, il a bien roulé, il est quand même pas si loin de Fabio Quartararo, donc je pense qu'on peut dire quand même des choses positives pour Toprak, et je trouve que c'est une belle première course. Après, si on prend en général la performance des pilotes Yamaha, bon, bah, je sais plus trop quoi vous dire, hein. On en a déjà tellement discuté. C'est la même rengaine, hein. On est loin, on est très loin, et voilà, on va travailler pour essayer de s'améliorer, et on va prendre le plus d'informations possible pour préparer l'année prochaine le V4 850 cm3. Bon, c'est une stratégie peut-être compréhensible pour Yamaha, mais c'est vrai que pour les pilotes, pour la performance du constructeur au cours de cette saison, je pense qu'il y a pas grand-chose à dire, hein. Il y a de quoi être frustré. C'était voilà, c'était une course décevante. J'espère que Fabio pourra quand même faire des petits coups fumants sur certains circuits, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup d'espoir. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut quand même dire qu'on a eu une belle course ici sur ce circuit de Buriram. Je vais mettre 14 sur 20 parce qu'on va dire que le vainqueur, on a vite compris qui ça allait être, mais on a eu quand même de la belle baston, des beaux dépassements, des surprises. Vraiment, je pense qu'on a été servi, hein, pour ce premier week-end, parce qu'on a eu une course sprint d'anthologie, une belle course du dimanche, donc bah, je suis très satisfait personnellement. Bon, vous savez que j'aurais bien aimé une autre finalité, par exemple pour Marc Marquez, mais ça c'est encore un autre débat. J'essaie d'être neutre, hein, vous inquiétez pas. Même si bien sûr que j'ai des pilotes que j'aime, j'essaie toujours de faire parler la neutralité en moi sur cette chaîne YouTube. Je dis ça par rapport à la précédente vidéo, mais bref. En tout cas, merci d'avoir regardé justement cette vidéo. Bah, on se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Bisous.